Les astronomes viennent de le confirmer. Des traces de vie ont été trouvées sur une autre planète. À des années-lumière de chez nous, la vie est donc possible. Astrophysicists have discovered traces of life on an extrasolar planet. There is life elsewhere in the universe. Открывается новая страница в истории космоса. Сомнений больше нет. Жизнь существует за пределами Énorme vient d'être franchi dans l'histoire de la science. This amazing discovery will certainly open a wide array of new Bien des questions. questions restent posées. Bien sûr, tout cela est encore un rêve. Mais qui sait, peut-être deviendra-t-il réel un jour. Si vous regardez le ciel la nuit, vous voyez des milliers d'étoiles. Et l'une des grandes révolutions philosophiques des 1000 dernières années a été de comprendre que chacune de ces étoiles est un soleil. Si chaque étoile est un soleil, alors chaque soleil a-t-il des planètes orbitant autour de lui comme le nôtre? Contempler l'immensité d'un ciel étoilé avec le sentiment d'être un peu seul dans un univers sans fin. Voilà un réflexe bien universel. Les scientifiques qui rivalisent aujourd'hui pour déceler une autre planète habitable ne sont-ils pas eux aussi des hommes en quête d'un sens à donner à cet angoissant vertige? Grâce à eux, la recherche avance vite. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas notre Soleil. Jusqu'en 1995, finalement, on ne connaissait en tout et pour tout que 9 planètes. À l'époque, Pluton était considéré encore comme une planète. Et toutes ces planètes étaient en orbite autour d'une même étoile qui est notre Soleil. Et c'est tout. Les exoplanètes qu'on détecte sont à quelques dizaines d'années-lumière. Et pour comparer, on peut comparer à l'échelle de notre système solaire, la Terre est à 8 minutes du Soleil. Ce sont des endroits dans l'univers où on espère trouver de la vie, d'une vie extraterrestre, donc au-delà de la Terre et au-delà du système solaire. Cette vie que nous cherchons existe-t-elle? Où se cache-t-elle? Avec 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée, perdue au milieu de 200 autres milliards de galaxies, les possibilités semblent infinies. Des astronomes du monde entier se sont lancés dans une drôle de traque, la chasse aux nouvelles planètes. Pour trouver celle qui sera porteuse de vie, ils détectent loin de notre système solaire ces petits points proches des étoiles, qui, tout comme notre planète, ne scintillent pas, mais sont éclairés par leur soleil. Les exoplanètes, avant 1995, ça restait un sujet de recherche relativement mineur, on va dire, parce que les scientifiques pensaient qu'il se passerait encore des années avant qu'on arrive à détecter des planètes hors du système solaire. Et en fait, tout ça, ça a complètement explosé avec la découverte de Michel Mayor. Lorsque Michel Mayor et son étudiant donc à l'époque, Didier Queloz, ont découvert 51 PEG B ici même, donc à l'Observatoire de Haute-Provence, et ils ont pu profiter déjà d'un instrument exceptionnel pour l'époque, qui permettait de mesurer donc les vitesses des étoiles avec une grande précision. Ils ont pu bénéficier d'un grand nombre de nuits de télescope et en observant un grand nombre d'étoiles par rapport aux concurrents à l'époque, ce qui leur a permis de faire beaucoup de mesures sur une même étoile, en l'occurrence l'étoile 51 PEG. Il faut voir que la découverte d'une planète se fait graduellement. On mesure la vitesse d'une étoile, on remesure la nuit d'après, on remesure, etc. Et c'est seulement après plusieurs semaines de mesure que l'on voit que l'étoile a un mouvement anormal qui trahit la présence de la planète, qui perturbe son mouvement. Donc on n'a pas un moment précis où on dit « on l'a découverte, la planète ». C'est une découverte graduelle dans le temps. Et lorsqu'ils ont fait l'annonce, il y a eu même beaucoup de critiques. La communauté n'était pas prête à accepter ce genre de résultat. Donc pendant presque 6 mois, 1 an, il y a eu débat sur cet objet. Mais au final, l'équipe américaine qui suivait à peu près le même type de programme a, dans les mois qui a suivi, annoncé des objets comparables. Donc en fait, la communauté a commencé à réaliser que oui, ça existait, des planètes géantes aussi proches de leur étoile. 51 Pégase a été le prototype d'une famille qu'on appelle les Jupiter chauds.
simplement, c'était des Jupiters très proches des étoiles. Mais au lieu de mettre 11 ans à faire le tour du Soleil, comme le fait Jupiter, cette planète ne mettait que 4 jours. Dans le système solaire, c'est évident, on n'a aucune planète analogue à celle-ci. Et tout de suite, ceci posait une question théorique. Comment comprendre la formation d'une planète massive comme Jupiter, mais très près de l'étoile? Donc les grosses planètes gazeuses ne se formeraient pas, comme on le pensait, loin de leur étoile? Serait-il possible qu'elles migrent après leur naissance? Et notre système solaire est-il unique ou pas? Nouvelle question, nouvelle théorie, connaissance à revisiter. Rien n'est figé dans ces investigations passionnantes. Les planètes de type Jupiter sont les plus faciles à découvrir et à étudier. Avant tout, comme elles sont très massives, elles font vaciller leur étoile dans les deux sens pendant qu'elles orbitent autour du centre commun de gravité. Et quand elles passent entre nous et l'étoile, elles sont tellement grandes que la baisse de luminosité d'environ 1% est assez importante pour être observée même depuis la surface de la Terre. Ainsi, l'enquête avance grâce aux planètes lointaines. La théorie de la migration des planètes semble se confirmer. Nos planètes géantes gazeuses, après s'être formées près du Soleil, auraient voyagé vers des orbites plus lointaines et laissé place à notre petite Terre. Ces planètes géantes gazeuses, elles vont aussi nous permettre de nous apprendre comment s'est formé notre système planétaire. On pense aussi le lien entre les planètes telluriques et les planètes géantes. Jupiter a certainement protégé la Terre aussi d'impact de météorites, donc le lien entre les petites planètes et les grosses planètes pour expliquer aussi la présence et le développement de la vie sur les petites planètes telluriques. Quand un système planétaire se construit, les premières planètes à se former sont les planètes géantes gazeuses. Ainsi, dans une certaine mesure, elles sont les bases de l'architecture du système planétaire. Une planète massive est très importante pour ce qui se produit après, parce que sa pesanteur exerce une influence très forte sur les orbites de toutes les autres planètes qui peuvent se former beaucoup plus tard. Les planètes géantes gazeuses doivent se former pendant les 3 premiers millions d'années de la vie du système planétaire, tandis que les planètes comme la Terre prennent beaucoup plus longtemps à s'assembler, environ 100 millions d'années. Nous ne pouvons pas voir si de plus petites planètes sont présentes, mais en regardant les orbites de ces grosses planètes, nous pouvons déterminer s'il y a des endroits où elles peuvent se former. Plusieurs milliers d'étoiles ont été suivies et typiquement, actuellement, on peut dire que au moins 5% d'entre elles ont une planète géante. Et par contre, si on regarde côté planète de petite masse, donc de type super-Terre, ce chiffre semble beaucoup plus élevé. On en serait à 30% des étoiles qui auraient une planète de type super-Terre. C'est des planètes dont on n'a pas l'équivalent dans le système solaire, des planètes qui sont entre la masse de la Terre et disons 10 fois la masse de la Terre. Et actuellement, après quelques années de recherche, eh bien, on peut dire que le tiers des étoiles comme le Soleil ont des super-Terres ou des Neptunes qui leur tournent autour. Toutes les planètes qu'on a trouvées jusqu'à présent sont toutes plus grosses que la Terre. Donc j'ai envie de dire attention, on vit sur une toute petite planète, donc aussi une planète avec des ressources limitées à préserver. Tous ces travaux nous ont révélé une chose extraordinaire, extrêmement importante, c'est la diversité des systèmes planétaires dans la galaxie, dans l'univers. C'est une diversité à laquelle on ne s'attendait pas et qui soulève des tas de questions quant aux mécanismes de formation, à l'évolution de ces systèmes planétaires. Et ça nous aide aussi à comprendre en fait la place de notre propre système solaire dans l'univers.
Nous avons autour de notre Soleil une sorte de système solaire. Et assurément, l'univers contient beaucoup de sortes de systèmes planétaires. Certains d'entre eux sont habitables, certains d'entre eux sont probablement bizarres, des systèmes solaires inhabitables, et ainsi, nous commençons à apprendre des choses sur notre propre place dans l'univers. La découverte des exoplanètes a complètement imposé de revoir notre copie de formation des planètes. Et donc, ces découvertes de ces dernières années ont permis vraiment de mieux comprendre les mécanismes de formation des planètes et donc nos origines quelque part. Nos origines. Depuis Épicure et Aristote, les grands penseurs du monde entier se sont plongés dans la réflexion sur les origines de la vie, parfois non sans danger, en affirmant l'existence de nombreux mondes ailleurs que sur notre Terre. Ils se basaient sur une intuition profonde. Aujourd'hui, les plus grands scientifiques travaillent jour et nuit pour prouver qu'ils avaient peut-être raison. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le domaine des planètes extrasolaires s'est développé si rapidement vient du fait qu'il y a plusieurs techniques concurrentes pour les découvrir et les caractériser. La méthode de l'effet Doppler a été la première parvenant à détecter la présence d'une planète quasi imperceptible autour de l'étoile. Et ça relève simplement du fait que quand vous avez l'étoile ici, la planète tourne autour, eh bien, l'étoile va décrire un petit mouvement autour du centre de gravité. Et c'est simplement en mesurant la vitesse de l'étoile avec un spectrographe que l'on est capable de mesurer, via le fameux effet Doppler, de mesurer des petites variations de la vitesse et donc détecter la présence de la planète. On mesure des variations de vitesse qui sont plus petites que le mètre par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une vitesse, des variations de vitesse de l'étoile qui sont plus petites que la vitesse d'un piéton. Mais, très rapidement, la méthode des transits est apparue, ajoutant la possibilité de pouvoir mesurer la taille de la planète et de sa composition. On observe l'étoile et on attend de voir si l'étoile s'obscurcit quand une planète passe devant cette étoile. Quand une planète passe devant, elle bloque un peu de la lumière de l'étoile, si bien que l'étoile devient plus sombre. Puis, quand la planète est passée, l'étoile revient à son plein éclat. Ainsi, on voit simplement si les étoiles s'obscurcissent et s'éclaircissent, et s'obscurcissent et s'éclaircissent. C'est une belle manière de trouver des planètes autour d'autres étoiles. Pour détecter une grosse planète par la méthode de transit, une grosse planète, ça va produire une baisse de luminosité de l'ordre de 1/10 à 1/100 de %. Et si vous voulez détecter une petite planète du type de la Terre, alors là, ça sera de l'ordre de 1 millième, 10 millièmes de %. Donc un signal qui est excessivement difficile à mesurer. La difficulté dans toutes ces méthodes de détection, c'est qu'il est presque impossible de voir ces planètes lointaines. Leur éclat est vraiment très faible et leur étoile nous éblouit. On sait juste qu'il y a des planètes en orbite autour de certaines étoiles parce que nous pouvons observer les effets qu'elles produisent. Les transits planétaires, détectés soit depuis le sol, soit depuis l'espace, eh bien, ont contribué à peu près pour 50 découvertes. La plus grande partie, c'est l'effet Doppler, mais les transits, c'est déjà important. Et puis maintenant arrivent d'autres techniques, telles que les micro-lentilles, qui ont à peu près un peu moins d'une dizaine de détections. Tous les moyens sont bons pour trouver la planète idéale qui abriterait la vie. Même si les phénomènes dits de lentilles gravitationnelles sont très rares, on peut découvrir des planètes par cette méthode, à condition d'observer un très grand nombre d'étoiles. Le principe est le suivant. Quand une étoile passe entre l'observateur terrestre et un objet lointain, la gravité de l'astre va légèrement courber les rayons émis par l'objet et les concentrer, telle une lentille optique grossissante. L'une des choses plaisantes dans le domaine de la découverte des exoplanètes actuellement, c'est que nous ne pouvons pas prédire laquelle des trois techniques sera celle qui permettra de découvrir la première planète de type terrestre. Ainsi, il y a une concurrence de bonne guerre entre ces différentes techniques. Personne ne sait qui y arrivera en premier, mais cela veut dire que la technologie avance très vite.
Notre navire amiral, c'est le spectrographe HARPS qui a été installé au Chili sur un télescope de 3,60 m et qui est actuellement, alors je dirais sans fausse modestie, l'instrument vraiment le plus sensible, le plus précis qui existe dans cette chasse aux exoplanètes. Le site de la CIA, c'est un des deux sites de l'ESO, le European Southern Observatory, donc cette agence européenne pour l'astronomie dans l'hémisphère sud. Ils ont été mis ici parce qu'on se trouve au milieu du désert d'Atacama où il fait tout le temps beau. On se trouve à 2500 mètres d'altitude, donc le ciel est très transparent. On a très peu de pollution lumineuse. C'est donc un site idéal pour l'observation. HARPS en particulier se trouve ici sur un télescope de taille moyenne aujourd'hui. Et HARPS est particulièrement adapté à la recherche des planètes extrasolaires parce qu'il est extrêmement précis. On peut dire que c'est l'instrument le plus précis au monde dans ce type de mesure. Avec HARPS, il a été possible de détecter un système planétaire complet avec plusieurs planètes, dont 2 se trouvent juste au bord de cette zone dite habitable. Je ne prétends pas du tout qu'il y a de la vie sur ces planètes, je dis simplement qu'on entre dans l'époque où on a les possibilités instrumentales pour détecter des planètes dans la zone habitable. Des instruments comme HARPS, qui opèrent depuis 2003, et d'autres appareils de même génération, nous font faire un pas de plus dans cette quête de vie. Jusque-là, nos outils ne nous permettaient pas de trouver une planète de la taille de la Terre. Mais désormais, les recherches s'accélèrent et ce qui semblait impossible il y a peu de temps devient aujourd'hui réalité. C'est dans ces montagnes chiliennes, éloignées de tout, qu'un balai constant de chercheurs du monde entier se partagent des outils d'une grande précision. Ici, à l'Observatoire de Paranal, il y a un grand nombre de télescopes. Quand on arrive, on est frappé d'abord par la présence de ces 4 géants qu'on appelle les télescopes UT. L'Observatoire Paranal a la particularité d'être le résultat d'un effort conjoint de 14 pays européens. Et par conséquent, c'est un observatoire qui est offert à la communauté internationale. Ces télescopes possèdent chacun un ou plusieurs instruments qui permettent d'aborder l'étude des exoplanètes. Et puis également, la force de cet observatoire, c'est une force un petit peu secrète, c'est qu'on peut joindre les télescopes ensemble pour synthétiser un énorme télescope, un télescope virtuel qui permet de zoomer encore plus fort. Attention, opérateur UT4. Claudia, le télescope est prêt pour les calibrations. Nous le laissons en stand-by et je me retire du télescope. Grâce aux installations du Paranal, on a vu la première image d'une exoplanète. Mais les chercheurs ne se contentent pas de regarder le ciel à partir du sol. Lancé en 1990, Hubble a été le premier télescope spatial à détecter des planètes par la méthode du transit. Depuis, d'autres télescopes spatiaux rallongent la longue liste de planètes déjà détectées. COROT a un petit télescope de 27 cm, ce qui est petit comparé aux grands télescopes géants du sol avec leurs 8 à 10 mètres de diamètre. Mais il est situé en dehors de l'atmosphère, il n'est donc pas gêné par les turbulences de l'atmosphère. Et il a en plus un système qui lui permet de ne pas être pollué par la lumière d'autres étoiles ou d'autres sources, et donc de mesurer très finement les variations de lumière des étoiles qu'il observe. COROT est un télescope qui va regarder un grand champ d'étoiles. Ce que fait COROT, c'est qu'il enregistre la lumière de ces étoiles et il fait une mesure toutes les 32 secondes. Et ce dont il faut bien être conscient, c'est que plus la planète est grosse, plus la baisse de lumière va être importante
Et la détection sera facile, mais si vous voulez détecter une planète qui est similaire à la Terre, alors là, la baisse de signal est très très faible et la détection devient d'autant plus difficile. La difficulté pour tous les programmes qui essaient de détecter les planètes, c'est justement d'arriver à explorer ce domaine des petites planètes, et Corot vient de démontrer qu'il a la capacité de faire ce genre de mesures. Les idées fusent dans les têtes des chercheurs. Dans leur chasse effrénée, ils élaborent des concepts toujours plus sophistiqués. En 2006, les Européens lancent Corot, qui observe 6000 étoiles sur une période de 6 mois. 3 ans plus tard, les Américains mettent en orbite son cousin Kepler. Dans son champ d'observation, 100 000 étoiles sur 3 années et demie. Et la relève arrive déjà. Dans quelques années, seront lancés des télescopes spatiaux encore plus précis, qui devraient permettre d'analyser les atmosphères des planètes observées. Un formidable télescope récent est celui que je commence à utiliser. Il s'appelle Kepler. C'est un télescope nouveau, qui a seulement 1 mètre de diamètre, mais qui permet de mesurer des planètes de type terrestre en transit, passant devant leur étoile. Et nous espérons qu'avec ce télescope spatial, nous trouverons les premières planètes vraiment semblables à la Terre. Ils ont annoncé avoir un très grand nombre de candidats de type tellurique, mais ces objets nécessitent d'être confirmés, d'être suivis à partir de grands télescopes Sol pour vraiment s'assurer qu'il s'agit bien de planètes et de plus de pouvoir mesurer leur masse exacte. Corot et Kepler sont 2 missions dédiées au recensement des exoplanètes. Donc on observe un grand nombre d'étoiles et on essaie de détecter le plus d'exoplanètes possible. Dans l'idée, ensuite, de choisir parmi ces exoplanètes les meilleures candidates pour de futures missions qui permettront peut-être de les observer, au moins de les caractériser, c'est-à-dire de savoir de quoi elles sont composées, quelles sont leurs températures, etc. Toutes ces études des exoplanètes n'empêchent absolument pas, et au contraire sont très complémentaires à l'exploration du système solaire. Et donc cette possibilité dans notre système solaire d'accéder, d'aller directement sur les autres planètes du système solaire est une chance énorme pour justement pouvoir sonder si la vie a pu se développer à une époque sur la planète Mars ou sur d'autres planètes du système solaire. Le système solaire peut-être nous réserve des surprises. Comme j'étais étudiant, je n'aurais jamais osé évoquer l'idée que la vie puisse exister ailleurs dans le système solaire que sur Terre. Heureusement, la curiosité humaine a toujours une longueur d'avance sur les a priori passéistes et ne connaît aucune frontière. Dès 1977, l'agence spatiale américaine NASA lance les sondes Voyager, initialement destinées à étudier les planètes de notre système solaire. Depuis, les missions se sont succédées, mais pour l'instant sans jamais détecter une quelconque preuve de vie. Pourtant, la science ne s'avoue pas vaincue et continue de chercher dans un univers proche, car il reste encore bien des pistes à explorer. Les sites possibles de présence de vie dans le système solaire sont assez limités. Il y a Mars, bien sûr, il y a Europe aussi sous sa calotte de glace, il y a peut-être Titan à l'intérieur, il y a peut-être des réservoirs d'eau, et Encelade. Donc nous avons 4 sites possibles, ce qui est relativement peu. Tous les corps du système solaire peuvent être explorés par des missions. Par contre, dès qu'on quitte le système solaire, on ne peut plus envoyer de mission. Dans l'état actuel des connaissances, des vitesses d'émission, c'est impossible. Donc ce que l'on va faire, c'est de la détection à distance, de la télédétection de signes de vie. Pour détecter une vie sur une planète extrasolaire, on va essayer de trouver dans son atmosphère des indices de systèmes vivants, donc ce qu'on appelle des biosignatures. Alors ces indices seront par exemple la présence d'oxygène, la présence de dioxyde de carbone et la présence d'eau. Si dans une telle atmosphère il y a en même temps de l'ozone qui est produit par l'oxygène, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, on pourra penser que cette planète héberge des systèmes qui pratiquent la photosynthèse oxygénée. Sur Terre,
Tout l'oxygène qui est actuellement dans l'atmosphère a été produit par les systèmes vivants. Jusqu'à présent, nous connaissons la vie seulement telle qu'elle existe sur Terre. Évidemment, nous pouvons imaginer d'autres formes de vie. Personnellement, je pense que la vie basée sur le carbone, telle que nous la connaissons, est la plus probable. Car le carbone se distingue par la capacité de pouvoir effectuer de très nombreuses connexions et de les tester toutes, ce que peu d'éléments sont capables de faire. À distance, on imagine quelqu'un regardant le système solaire avec un bel instrument, voit une petite planète qui tourne autour de la Terre, ou du Soleil, analyse la composition chimique de cette planète, voit qu'il y a beaucoup trop d'oxygène, eh bien il sera parfaitement à même de dire il y a de la vie sur cette planète, sans aller voir ce qui est encore complètement au-delà des possibilités techniques, d'aller voir si la vie y existe. On se trahit chimiquement pour des gens qui regarderaient à grande distance. Puisque notre propre Terre est le seul exemple connu où la vie existe, nous avons tout intérêt à l'observer, y compris depuis l'espace. Ainsi, par exemple, on peut distinguer depuis la Lune les zones humides des zones sèches, autant d'informations précieuses qui nous aident à chercher la vie ailleurs. Il y a un merveilleux mariage inédit entre différents domaines qu'on appelle l'astrobiologie, dont l'idée est de prendre ce que nous savons sur les planètes et les étoiles, ainsi que sur les conditions et environnements dans lesquels la vie survit sur Terre, et de nous poser une question très simple. Y a-t-il des environnements sur d'autres planètes qui conviennent à la vie ? La vie s'est très probablement développée ailleurs que sur notre planète Terre. Ceci dit, ce qu'on a beaucoup de mal à savoir, c'est quels sont les facteurs qui ont permis l'émergence de la vie. La Lune a permis, notamment par effet de marée, de catalyser un petit peu la chimie sur Terre. La présence d'une planète géante comme Jupiter, est-ce qu'elle a protégé la Terre des bombardements de météorites? C'est tous ces facteurs-là, l'environnement de la Terre et donc tout le système solaire, qui ont eu certainement un impact sur le développement et sur l'évolution de la vie, qui est pour l'instant très très mal compris. Nous recherchons des endroits qui ressemblent à la Terre primitive lorsque la vie est apparue. Partons du principe qu'en chimie, si vous reproduisez les conditions initiales, ailleurs, la chimie est reproductible, donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les biologistes étudient des endroits de la Terre où les températures sont hautes, l'acidité exagérément élevée, où parfois il n'y a aucune lumière, ou bien trop de lumière ultraviolette, ou de radioactivité. Et les biologistes nous ont enseigné quelque chose de beau, c'est que la vie survit ici sur Terre, aussi dures soient les conditions, tant qu'il y a de l'eau sous forme liquide. La vie nous témoigne sa force incroyable. Sur notre planète, les chercheurs en trouvent des exemples dans les endroits les plus hostiles, où les conditions de chimie, de pression ou de température rendent l'éclosion du vivant improbable. Alors pourquoi pas sur une autre planète ? Cela veut dire que nous devons regarder les planètes qui sont juste à la bonne distance de leur étoile. Si elles étaient trop près, les océans bouilleraient, ils rempliraient l'atmosphère d'eau, la planète chaufferait encore plus, et ensuite l'eau serait détruite par la lumière ultraviolette et s'échapperait dans l'espace sous forme d'hydrogène. Par ailleurs, si la planète est trop loin de son Soleil, des nuages de dioxyde de carbone se forment, qui réfléchissent la lumière, la température continue de baisser et la planète tout entière gèle. On appelle cette zone la zone habitable. La planète doit se déplacer à l'intérieur de cette zone. Car voyez-vous, il y a bien des planètes qui se trouvent parfois dans cette zone, mais qui s'en éloignent ensuite. Si notre Terre se déplaçait très loin du Soleil, il ferait très froid à la surface de la Terre, et la vie disparaîtrait. Ainsi, c'est très important quand on observe que la vie complexe n'existe que depuis les 700 dernières années de notre histoire, qui a duré presque 5 milliards d'années. On a besoin de cette longue période de stabilité. Aussi, devons-nous rechercher des systèmes planétaires qui ont une architecture très stable,
où le Soleil n'évolue pas trop vite et où la planète est juste au bon endroit et peut rester là pendant des milliards d'années. Ce n'est sans doute pas trop demandé. Comme je le disais, il y a des centaines de milliers de millions d'étoiles dans notre galaxie. Même si le Soleil appartient à une très petite minorité d'étoiles ayant des systèmes planétaires semblables aux nôtres, il est probable que les planètes terrestres sont des banalités. Dès lors, la question est renvoyée aux biologistes. Avec quelle facilité la vie peut-elle naître spontanément dans ces circonstances? Si la réponse est que c'est facile, alors la vie surgira partout dans l'univers. La difficulté ensuite est de savoir si la vie peut survivre assez longtemps pour se développer en quelque chose d'aussi complexe que nous sommes. To develop into something as complex as we are. Trouver de la vie ailleurs, oui. C'est ce à quoi aspirent tous ces humains engagés avec une vraie passion dans cette recherche. Mais à quelle forme de vie peut-on s'attendre? La vie telle que nous la connaissons? Est-ce qu'on peut au moins déjà s'en faire une idée? Peut-être que la question la plus profonde que les êtres humains se soient jamais posée à propos de l'univers est de savoir s'il y a de la vie en dehors de la Terre, ailleurs dans l'univers. Et là, il y a vraiment deux questions. Y a-t-il une vie élémentaire de cellules primitives ailleurs? Et l'autre question étant, y a-t-il une vie technologique intelligente là, dehors, dans l'univers? La vie extraterrestre, pour nous, est représentée d'abord par la vie bactérienne. Pour nous, les bactéries terrestres représentent déjà le summum de la vie, du point de vue chimique. Je pense qu'il n'y a aucun doute possible. Il y a une vie primitive et simple ailleurs. Nous voyons des acides aminés, des protéines, il y a des hydrocarbures complexes dans les comètes, entre les étoiles. L'univers est rempli de composants, d'ingrédients de la vie tels que nous la connaissons. Une question plus difficile est de savoir si, oui ou non, il y a de la vie intelligente, technologique ailleurs dans l'univers. Parce que nous, les humains, nous sommes le produit de nombreux millions d'années d'évolution. Cela a mené à la dextérité, à une inclination pour la parole, à de grands cerveaux, et personne ne sait comment une évolution commune mène à la vie intelligente et technologique. Nous, les êtres humains, nous sommes peut-être une rareté dans l'univers. Il y a des cataclysmes qui ont ponctué l'histoire biologique de la Terre. Et donc nous sommes le résultat d'une succession de cataclysmes qui sont produits au hasard. Et pour retrouver ailleurs ce type de cataclysme, c'est extrêmement difficile. Certains pensent que la vie sur Terre a été apportée par des météorites, c'est ce qu'on appelle la panspermie. Alors pour nous, c'est une hypothèse qui est plausible, mais rien ne prouve que ça ait eu lieu. Et en fait, nous, ça ne résout pas le problème parce que ça ne résout pas le problème de l'origine de ces bactéries ailleurs. Et si l'on voulait imaginer autre chose que la vie primitive? Et si l'on se plaisait à imaginer une forme de civilisation extraterrestre avancée? Serait-ce déraisonnable? Je pense que la plus grande probabilité pour nous de trouver de la vie intelligente dans l'univers est d'utiliser des radiotélescopes, des télescopes optiques, peut-être des télescopes à rayons X, et d'essayer de capter des transmissions venant de civilisations avancées qui, pour une raison ou pour une autre, communiquent avec nous. Et ça, c'est la grande idée de SETI, du programme SETI, qui a émergé à la fin des années 50, et dont l'idée est de dire, de la même manière que nous, on est capable d'envoyer dans l'espace un signal de plusieurs gigawatts vers telle ou telle étoile, on peut imaginer que d'autres le fassent vers nous, et à ce moment-là, ayant les mêmes technologies, on peut recevoir leurs signaux, et eux peuvent recevoir les nôtres.
L'écoute de signaux extraterrestres, bien sûr, se heurte à la difficulté de l'espace, du temps, dans le temps d'une vie planétaire où cette civilisation émet. Par exemple, nous, sur Terre, nous n'émettons des signaux électromagnétiques que depuis Marconi, fin du 19e siècle. Donc, en gros, un siècle. Alors que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, que la vie est apparue bactérienne avec certitude il y a 3,5 milliards d'années. Donc, c'est vraiment rien dans l'histoire de la vie terrestre. Chaque spécialiste a ses propres intuitions, ses propres réponses à la question des extraterrestres. En 1950, le physicien italien Enrico Fermi écarte l'idée qu'une civilisation avancée ait pu voir le jour. Pour Fermi, la Terre étant nettement plus jeune que l'univers, si jamais des civilisations extraterrestres à la technologie très avancée s'étaient développées, alors au moins l'une d'entre elles aurait dû émettre ou nous envoyer des signaux. Comme nous n'avons rien reçu, c'est que nous sommes seuls dans l'univers. Pendant les 50 dernières années, nous autres humains avons essayé de détecter des ondes radio, des télétransmissions venant de civilisations avancées. Et jusqu'à présent, rien. Absolument aucun signal. Je pense que cela tente de nous dire quelque chose de profond. La plupart des gens ne veulent pas le croire, mais je pense que la vie technologique avancée est là, dehors, mais qu'elle est rare. On n'est jamais aussi seul que lorsqu'on est sans espoir. L'aventure continue pour ces millions de personnes à l'écoute. Leurs radiotélescopes sont connectés en permanence pour trouver des signes intelligents, jusqu'à présent sans succès. Ils ne se découragent pas pour autant, persuadés de recevoir un jour ce message tant attendu. La difficulté, si on arrive à détecter une civilisation, si elle ne vient pas nous voir, la difficulté, ça va être d'une part le dialogue, qui sera quasiment impossible. Par contre, les déplacements dans l'espace, théoriquement, on devrait pouvoir aller jusqu'à une vitesse qui correspond au 10e de la vitesse de la lumière, donc 30 000 km/s. Peut-être que ces civilisations, si elles existent extraterrestres, ont déjà inventé des systèmes de déplacement de ce type-là. Donc 30 000 km/s, on fait quand même beaucoup de chemin, et là, ça rend accessible quand même des systèmes stellaires qui ne sont pas trop lointains. Nous pouvons voyager vers Mars, nous devrions pouvoir voyager vers Jupiter, toutes deux sont très proches, mais le voyage vers les étoiles va impliquer une technologie entièrement nouvelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que nos enfants et les enfants de nos enfants seront ceux qui inventeront en tant qu'ingénieurs, chimistes, physiciens, ces nouveaux systèmes de propulsion. Ainsi s'offre un challenge et une opportunité aux générations futures pour qu'elles fassent des découvertes qui iront au-delà de nos rêves les plus fous. Aujourd'hui, il y a quelques ingénieurs, depuis quelques dizaines d'années quand même, qui ont des idées de concepts pour éventuellement aller sur ces autres planètes. On imagine des vaisseaux qui collecteraient des atomes dans l'espace, en feraient la fusion et tireraient de l'énergie de la fusion, un moyen de se propulser dans l'espace, par exemple. Voyager loin dans l'espace. Qui n'a pas été follement attiré par cette idée ? Il y a 30 ans, des visionnaires avaient conçu des projets de véhicules circulant à des vitesses capables d'explorer la proche banlieue de notre galaxie. Ces concepts, basés sur l'utilisation de moteurs à fusion nucléaire, sont aujourd'hui à notre portée technologique. La science-fiction, elle, a depuis longtemps précédé les rêves des scientifiques. Jules Verne et bien d'autres ont imaginé des vaisseaux incroyables, capables de traverser l'univers. À leur bord, des terriens en route vers l'inconnu, sans aucune garantie de retour. En tout, j'ai passé plus de 2 ans dans l'espace, 747 jours et demi. Bien sûr, les vols autour de la Terre, c'est complètement différent d'un vol vers d'autres planètes. Je peux l'expliquer ainsi. D'une certaine manière, cela se rapproche des vols interplanétaires lointains. La différence majeure, c'est qu'on ne voit pas la Terre pendant un voyage interplanétaire, alors que c'est très beau de la voir.
Il y a un projet sur l'univers lointain auquel nous œuvrons avec l'Institut de recherche spatiale et avec des spécialistes. Ceux qui travaillaient autrefois avec moi à RKK Energia et qui travaillent aujourd'hui à l'Institut central de l'espace. Une partie de ce projet a été réalisée quand j'étais sur Mir. Il s'agit de l'expérience Znamia, le drapeau. On imagine qu'on déploiera dans l'espace une voile énorme, d'1 kilomètre sur 1 kilomètre, un genre de navire spatial, comme un yacht. Et en tournant cette voile, on pourrait, avec l'action du vent solaire, voler loin au-delà des limites du système solaire. L'idée d'un voyage dans l'univers lointain est très séduisante. Mais sommes-nous vraiment prêts à quitter notre environnement familier? Et pour combien de temps? Certaines expériences menées dans l'espace, mais aussi au sol dans des conditions similaires à celles qui existent dans un spationef, montrent que l'homme n'en semble pas encore capable, ni physiologiquement, ni psychologiquement. Quoi qu'il en soit, d'aucuns pensent que nous serons de toute façon un jour contraints de quitter la Terre devenue moins accueillante. Mais un tel départ n'est pas pour demain. Pour nous, le déclic sera la découverte de la première vie extraterrestre. Alors, que ce soit sur Mars, Europe ou dans le système solaire ou sur une planète extrasolaire, peu importe. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir ce premier exemple de vie extraterrestre. Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles, les scientifiques sont en route vers leur Graal, de grands enfants en quête d'absolu. Tous aiment la Terre et tous aiment la vie. Ne serait-ce pas pour cela qu'ils la cherchent ailleurs? Ils ne veulent pas imaginer que l'univers soit stérile. Je savais que ce serait difficile de trouver de la vie ailleurs, mais peut-être pouvons-nous trouver des planètes sur lesquelles cette vie existe. Ainsi, je me rappelle avoir pensé très tôt que trouver d'autres planètes, et particulièrement des planètes semblables à la Terre, serait une fabuleuse avancée dans notre réflexion humaine sur notre propre place dans l'univers. On n'a aucune idée de la probabilité que la vie émerge quand toutes les conditions sont réunies. On ne sait pas. Donc, la seule attitude raisonnable, on a une procédure scientifique pour pouvoir déceler la vie, analyser la composition chimique de ces planètes, faisons-la. Donc ça, c'est la démarche du scientifique. Après, il y a le sentiment personnel qui n'est plus de la science. Est-ce que oui ou non, on pense que la vie existe ailleurs? Personnellement, moi, je trouve que c'est assez sympathique d'imaginer que la vie est un sous-produit naturel de l'évolution de l'univers et donc qu'elle doit exister ailleurs. Même si ce n'était pas le cas, pour l'heure, chaque étape franchie dans la connaissance de l'univers lointain nous en apprend plus sur l'essence même de la vie. Je crois que ce qui motive, ou ce qui explique l'engouement qu'il y a actuellement au niveau de la recherche des exoplanètes, bien, peut-être simplement ça touche à quelque chose qu'on peut facilement comprendre. Ça rappelle la Terre, bon, ça rappelle notre propre planète, ça nous ramène à des questions qu'on se pose tous depuis longtemps, l'unicité de la Terre ou pas, et puis peut-être aussi une question un peu plus fondamentale qui est est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ou pas? Le XXe siècle a apporté d'énormes progrès dans la connaissance de notre propre système solaire. Le XXIe sera-t-il celui de mondes plus lointains? Nous ouvrira-t-il des pistes auxquelles personne n'a songé pour explorer le vaste cosmos?
Certes, notre expérience de la vie sur Terre est que la vie a été établie très tôt dans l'histoire de la planète, ce qui suggère que là où la vie peut surgir, elle surgit. Donc je suis plutôt confiant. Je pense qu'il y a beaucoup de planètes de type terrestre avec une certaine forme de vie. Si on trouve la présence d'activité biologique sur une autre planète, ça révolutionne aussi notre manière de penser, ça révolutionne peut-être tous les idéaux religieux, etc. Je pense que ça sera vraiment un impact fort au niveau sociétal que de savoir, bah oui, il y a d'autres présences de vie dans d'autres planètes, d'autres planètes ont évolué différemment. Je pense que ça sera un petit peu comme la découverte d'un nouveau monde. Moi, j'ai l'impression que ça va vraiment révolutionner les idées. L'universalité de cette quête, mais aussi l'obligation de trouver les moyens nécessaires à la recherche, unissent les experts du monde entier. De plus en plus, ils partagent leur savoir. La concurrence s'amenuise. Désormais, une belle émulation permet d'avancer plus vite avec des moyens de plus en plus pointus. Il y a plus de 2000 ans, Épicure disait « Il y a d'innombrables systèmes planétaires, mais nous n'en avons jamais vu. Pour la première fois, nous voyons des exoplanètes, nous voyons des mondes très différents. Et je pense que cela change aussi la perception de notre propre existence. C'est comme une révolution copernicienne. D'abord, la Terre a disparu du centre de l'univers. Maintenant, ce sont le Soleil et la Terre qui disparaissent du centre de l'univers. Il y a beaucoup d'autres systèmes solaires, beaucoup d'autres mondes, qui pour certains ont des propriétés très exotiques. Je pense que nous vivons actuellement l'une des aventures les plus passionnantes de la science. Si l'on remonte dans le passé, au XVe siècle, lorsque les Européens ont d'abord commencé à voyager au-delà de l'océan et à découvrir de nouveaux mondes, c'était bien sûr un moment glorieux pour une civilisation humaine. Mais maintenant, nous découvrons littéralement de nouveaux mondes réels. Et en fait, il est clair que notre prochain voyage sera parmi les étoiles. Nous voyagerons là, dehors, pour étudier nos racines. Ces milliers de télescopes pointés sur un univers lointain ne seraient donc en marche que pour nous en dire plus sur notre origine? Toutes ces sondes lancées au loin, toute cette énergie prodiguée? Avec cette recherche de la vie ailleurs, enfin rendue possible par la science, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à l'humanité. Aurons-nous un jour proche la réponse à la question originelle que nous nous posons depuis des milliers d'années? L'interrogation très intime sur nos origines nous renvoie directement à la peur de la solitude et de l'isolement. Et selon les croyances spirituelles de chacun, les attentes, de même que les craintes, diffèrent. Une chose est sûre, l'indifférence n'est pas de mise. Il m'arrive souvent de poser la question quand j'interviens dans des classes, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être seul dans l'univers ou bien savoir qu'il y a des copains ailleurs? Et la réponse unanime est souvent, on préfère penser qu'il y a des copains, qu'on n'est pas tout seul. C'est vrai que lorsqu'on voit la Terre, par exemple, la sonde Voyageur 1 a pris une photo de la Terre lorsqu'elle s'éloignait de la Terre de très loin, la Terre apparaît comme une tête d'épingle. C'est vrai que c'est une leçon d'humilité. Nous sommes les habitants d'un tout petit point, pale blue dot, donc une petite tache bleue pâle dans l'univers. Et c'est une leçon d'humilité. C'est vrai que ça donne quelquefois le vertige, sachant que c'est vrai que la Terre est vaste, mais que nous sommes un point infime dans notre galaxie, la Voie lactée, et que la Voie lactée est un point infime dans l'univers. Plus personne n'ose faire de la Terre le centre de l'univers.
Nous avons accepté l'idée que nous sommes infimes, minuscules créatures perdues dans un espace démesuré. Pour autant, notre admirable petite planète n'a pas perdu son intérêt. Si frêle qu'elle puisse paraître, nous n'en avons pas encore trouvé de semblable. Alors la recherche continue. Et tant que nous n'avons pas trouvé de réponse, nous sommes seuls sur ce petit point bleu, notre monde parfois si poétique, notre imperceptible refuge. Il nous reste toujours le rêve.